L'exposé suivant va être fait par deux acteurs de terrain, Alain Chastière et Guy Bouquet. Alors, Alain Chastière est pharmacien, diplômé de l'USG, titulaire d'officine. Il s'est largement impliqué dans la formation et la gestion de la profession de pharmacien, le développement des soins pharmaceutiques et de l'organisation médicale. Il est rédacteur de nombreuses publications et manuels destinés aux pharmaciens d'officine et a exercé de nombreux fonctions que je ne vais pas détailler ici. Je vais simplement citer son mandat de secrétaire général de la SSPF, la Société scientifique des pharmaciens francophones, pendant 8 ans, la présidente de l'Association des pharmaciens de la province de Liège et diverses fonctions à l'APB, conseiller fédéral, secrétaire général francophone et actuellement vice-président de l'APB. Il est aussi chargé de cours à l'ULG depuis 2011. Guy Beuken est médecin généraliste, diplômé de l'UCL, préférant d'ailleurs le terme de médecin de famille. Cadre à la SSNG, où il est notamment responsable de la cellule médicaments. À ce titre, il est membre du bureau de rédaction et du conseil d'administration du CBIP et membre de la commission d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments génériques. Il collabore très régulièrement avec la SSPF et la l'APB comme relecteur externe de publications et ou de leurs projets. Il est aussi enseignant à l'UCL, où sa fonction principale est la responsabilité du master de spécialisation en médecine générale. Nous vous écoutons tous les deux. Merci beaucoup, Janine. Bonjour tout le monde. Voilà, Alain et moi, lors de cette préparation de présentation, pardon, on a beaucoup discuté par téléphone, on s'est vu, et puis on s'est dit, mais plutôt que de se distribuer les dias l'un à l'autre, on va plutôt intervenir et on sera plutôt de temps en temps sous la forme d'une discussion. Alors, il y a un certain nombre d'années qu'on se connaît, hein. On s'est rencontrés, je crois, il y a une vingtaine d'années, un moment où les génériques commençaient à émerger de plus en plus et on s'était tous les deux dit de notre côté, mais enfin il faut absolument faire quelque chose de ce point de vue-là, il faut absolument se concerter entre médecins et pharmaciens. C'est à ce moment-là que Alain et moi, on s'est rencontrés pour divers projets et puis on ne s'est plus quittés. Alors ça va encore continuer un petit nombre d'années, je crois. Hein. On espère après ceci. Voilà. Alors, soins pharmaceutiques et pratiques médicales de première ligne vers une synergie au service du patient, on aurait peut-être dû mettre un point d'interrogation à la fin de notre titre, et puis on va reprendre ce titre à la fin de notre présentation et on verra si on laisse un point d'interrogation ou si on met des points de suspension. Alors... Oui, il faut qu'on s'organise un peu, évidemment. Donc, voilà. Effectivement, on le sait, l'avenir et tous les défis de santé, on va essayer d'en parler ici, mais vont certainement demander une meilleure organisation, une meilleure collaboration au niveau de la première ligne. Alors, entre médecins et pharmaciens certainement, mais aussi avec les autres prestataires de soins. Alors, on a entendu l'exposé précédent avec beaucoup d'indications. Est-ce que les médecins et les pharmaciens sont prêts à cette collaboration ? Est-ce que les bases aujourd'hui sont là pour que cette collaboration se fasse de la manière la plus efficiente et, je veux dire, sereine possible? On va essayer d'explorer ça tout au cours de cet exposé. Quels sont les défis? Quelles sont les particularités des deux professions et essayer de trouver ensemble les zones de convergence? Et finalement, quels sont les enjeux et les projets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble dans l'intérêt du patient? Alors, on va commencer par les défis. De défis, on en a relevé pas mal. C'est clair que on est confronté quotidiennement à la résistance au changement. Bien sûr des patients, mais c'est pas de ceci qu'on voulait parler ici. On est confronté quotidiennement à la difficulté de communication et d'implémentation de nouveaux modes de communication entre médecins et pharmaciens. Ça nous concerne au premier chef.
On est confronté également à différents défis de plus en plus prégnants dans nos consultations au quotidien et à l'officine au quotidien également. La paupérisation de la population, la multiculturalité dans beaucoup de grandes villes, la difficulté de la barrière des langues, le contexte budgétaire, je crois qu'on a déjà un peu parlé, mais vous savez de quoi on parle quand on parle du contexte budgétaire. Ce n'est quand même pas facile pour l'instant de travailler dans ces conditions-là. L'évolution de toutes les nouvelles technologies qui concernent tant les patients que les pharmaciens et les médecins. Donc, je vais parler de e-health, je veux parler des différents devices qui sont à la disposition des patients pour lesquels il faut implémenter une nouvelle comment dirais-je, une nouvelle communication pour aider les patients à utiliser ces nouveaux devices. Sans parler de toutes ces évolutions politiques avec les multiples réformes de l'État, avec les réformes de l'arrêté Royal 78, etc. Donc ça, ce sont des tas de défis auxquels nous devons faire face dans les années à venir. Et puis il y a d'énormes défis sociétaux. Je vais rappeler des choses et dire des choses qui sont évidentes, mais on sait très bien qu'il y a une inversion de la pyramide des âges et de plus en plus de patients âgés, et la population vieillit de manière globale. On prévoit notamment qu'en 2040, plus de 25% de la population aura plus de 65 ans, et c'est évidemment dans ces catégories de groupes de personnes que les polypathologies arrivent. Et quand on regarde ici, c'est la consommation en médicaments. Jusqu'à 50 ans, on voit qu'elle est relativement stable, mais alors à partir de 50 ans, on voit qu'au fil du temps, cette consommation ne cesse de croître. Et ça, c'est une réalité dans notre pays. Et donc, quand on connaît la situation budgétaire et qu'on voit ces données, on est en droit de se dire qu'on est aujourd'hui obligé de trouver un maximum d'efficience dans les soins de santé. Et cette efficience passe très certainement par une collaboration renforcée entre les prestataires de soins et notamment ceux de la première ligne. Donc vous voyez que sur le dessin de droite, sur la carte de la Belgique ici, c'est la population des médecins généralistes, et bien sûr les zones qui sont en rouge sont les zones de Belgique où la population de médecins généralistes est franchement déficitaire. Donc je pense que ça pousse vraiment ce genre de document-là à se poser la question, mais bon Dieu de bon sang, ne pourrions-nous pas envisager une fois pour toutes une collaboration plus efficace et une vraie collaboration? On en parle beaucoup, mais sur le terrain, il y a quand même encore beaucoup de problèmes qui restent posés. Quand on voit ça, on peut se dire que la collaboration avec les pharmaciens d'officine, avec les paramédicaux, les infirmières, avec les assistants de pratique, ça, il est vraiment grand temps de s'en préoccuper au premier chef. Alors, quelles sont les particularités? Je vais montrer ceci et je pense que c'est un élément important. Donc on a ici toute la population finalement qui est en bonne santé, hein, et quel est le professionnel de la santé qui est le plus en contact avec cette population en bonne santé? C'est a priori le pharmacien qui côtoie chaque jour dans son officine des patients qui sont malades, mais évidemment des patients qui sont aussi en bonne santé. Quand on regarde le triangle jaune-orangé, on a toute la catégorie des patients chroniques. Et on peut considérer que les patients chroniques, il y a trois strates. Il y a les patients qui sont autonomes, donc qui viennent chercher leurs médicaments eux-mêmes à l'officine. Il y a les patients semi-autonomes, donc qui viennent de temps en temps, mais qui parfois délèguent des personnes pour venir. Et au-dessus, la ligne en pointillé, il y a tous les patients chroniques dépendants à domicile et qui, eux, nécessitent une prise en charge avec plusieurs acteurs de santé. Donc on retrouve autour de ces patients le médecin, l'infirmier, le kiné et les aides de soins. Et le pharmacien intervient dans le cadre de la médication. Mais je pense qu'il y a aussi tous les 85% des patients autonomes et semi-autonomes. Ces patients-là, dans leur chemin de soins, voient deux professionnels de la santé de manière constante. C'est le médecin généraliste et le pharmacien. Et je pense qu'on doit, dans cette 85% de la population, avoir un rôle accentué pour justement essayer d'accompagner ces patients au mieux dans leur traitement pour éviter que ces patients ne tombent dans la strate des patients dépendants et polymorbides. Alors,
On va parler des spécificités des médecins généralistes, des médecins de famille et des spécificités des pharmaciens d'officine. Vous n'êtes pas sans savoir que nous travaillons en tant que médecins généralistes dans la continuité, dans la globalité, dans la proximité tant géographique, l'accessibilité tant géographique que financière, que culturelle. Donc on accepte dans nos pratiques de médecine générale vraiment tout patient. On travaille de plus en plus, notre travail a très très fortement changé ces 20 dernières années et on travaille de plus en plus avec des malades qui sont des malades chroniques et des personnes âgées. On a des responsabilités importantes dans la mise en place des projets thérapeutiques et dans la mise en place des traitements des patients, dans la revue médicamenteuse quand les patients nous reviennent d'hospitalisation, quand les patients nous reviennent de services de revalidation. En quelque sorte, la famille nous fait confiance. C'est pour ça que j'avais dit à Janine que je préférais le terme de médecin de famille que le terme de médecin généraliste. En effet, nous sommes le garant de l'histoire des patients et de ses proches en tant que médecin de première ligne. Nous sommes probablement le plus à même d'intégrer toutes les difficultés, non seulement personnelles, mais aussi familiales du patient. Et nous sommes souvent une espèce de confessionnal, si je puis dire, ou de réceptacle de toutes les difficultés que le patient vit au sein de sa famille et des difficultés que la famille a à soutenir le patient le mieux possible, non seulement dans sa ligne de vie, mais dans sa pathologie relativement fréquemment. Nous avons donc comment dirais-je, une obligation de moyens pour maintenir le patient le plus longtemps possible à domicile, du moins dans des conditions optimales. Le but n'étant pas de le maintenir à tout prix à domicile, mais le but étant de le maintenir dans des conditions optimales, en respectant le souhait du patient et en respectant le fait qu'il souhaite rester à domicile ou il souhaite être institutionnalisé. Enfin, au sein de notre réseau, nous devons utiliser les compétences de chacun des soignants qui gravitent autour du patient, que ce soit les infirmières, les kinés, mais bien évidemment également le pharmacien qui est, comme on a dit dans l'introduction de cette journée, le spécialiste bien sûr du médicament. Alors, je dois au professeur Gillet, qui est dans cette salle, l'illustration du carré de White que vous connaissez très probablement. Et donc, lorsque on envisage, pour le tout venant, 1000 adultes exposés à un risque de santé durant le mois, oui, merci. Eh bien, 750 seulement d'entre eux vont ressentir un trouble de santé et vont se sentir malades. Dans ces 750, finalement, il y en a encore moins, 250, qui vont consulter un médecin généraliste. Et dans les 250 qui vont consulter le médecin généraliste, il y en a en moyenne 9 qui seront admis à l'hôpital, un peu moins 5 qui seront référés, qui seront adressés à un autre collègue médecin spécialiste, et seulement un qui sera adressé dans un service hospitalier, universitaire de 3e ligne. Alors, nous parlons bien ici de la 2e ligne et de la 3e ligne. Tu peux passer la dia. Et j'ai ajouté, Didier, à ta dia, le rôle du pharmacien. Donc nous intervenons aussi en tant que médecin généraliste, mais le rôle du pharmacien, il se situe bien sûr dans les 750 patients qui ressentent un problème de santé, mais qui ne consultent pas forcément, bien évidemment, le médecin généraliste. Tu peux passer la dia. Et donc pour moi, ça c'est vraiment la définition de la première ligne, et c'est quelque chose que j'enseigne aux étudiants en médecine, parce que je suis responsable aussi du cours d'organisation des soins de santé à l'UCL, qui se donne en Master 2, à un moment où les étudiants sont encore fort naïfs, dans le sens noble du terme naïf. À un moment où les étudiants sont encore fort naïfs, je leur dis, mais vous savez, on vous a parlé de première ligne, de 2e ligne, de 3e ligne, mais en fait, la vraie première ligne, c'est pas tellement la médecine générale, la vraie première ligne, c'est l'officine. C'est là que les patients vont aller se confier
pour la plupart d'abord et avant tout. Et si tu peux revenir sur la diapositive précédente peut-être, merci. Donc au passage, je vous rappelle quand même que le petit 1 qui est ici, qui est la médecine tertiaire, ils sont suivis, ces patients-là, par les médecins universitaires, par nos collègues universitaires, que je respecte beaucoup, avec qui je collabore énormément à l'UCL. Néanmoins, il est vrai que ce sont les médecins qui soignent ces patients du niveau tertiaire qui enseignent aux étudiants. C'est ce qui fait, par exemple, que, et ça c'est une histoire réelle que je vous raconte là, quand on a un étudiant de Master 4 qui arrive en stage en médecine générale, la patiente qui se présentait avait une cirrhose biliaire primitive, que je n'avais pas diagnostiquée moi-même, qui avait été diagnostiquée grâce à l'aide du laboratoire auquel j'avais envoyé les analyses. Donc la stagiaire de Master 4 pouvait me dire sans aucune difficulté quel était le bilan à faire dans le cadre d'une cirrhose biliaire primitive et quel était le traitement à faire, que moi je ne connaissais bien sûr pas du tout. Par contre, le patient suivant qui avait une otite moyenne aiguë, elle était malheureusement en grosse difficulté de faire une otoscopie, chose que nous faisons évidemment tous les jours dans nos cabinets de médecine générale. Donc je pense que, une petite digression, mais je pense qu'on doit vraiment réfléchir aussi à l'enseignement qu'on donne à nos étudiants. Alors, ceci c'est un peu mis en tableau une comparaison entre les soins de santé primaires et les soins de santé secondaires ou tertiaires. Notre pratique en tant que médecin de famille se fait évidemment en pratique en lieu de vie du patient, à domicile ou en tout cas proche de son domicile dans nos pratiques de médecine générale, et nous prenons en charge la population tout venant. Par opposition aux soins secondaires et tertiaires qui s'occupent d'une population qui est déjà à l'hôpital sélectionnée et qui est suivie en pratique hospitalière. Nous avons finalement une faible prévalence de maladies graves et maladies que nous trouvons à des stades précoces la plupart du temps, alors que la caractéristique des soins secondaires et tertiaires est d'avoir une haute prévalence de maladies graves à des stades déjà plus avancés. Autant dans les officines que dans les pratiques de médecine générale, nous disposons évidemment d'un plateau technique réduit, nous autres, en tant que médecins généralistes, et vraiment très très réduit pour les pharmaciens d'officine. Et donc les diagnostics de certitude, les diagnostics étayés sont pour nous pas si fréquents que ça, alors que les diagnostics en seconde ligne et en troisième ligne sont beaucoup plus fréquemment des diagnostics aboutis et diagnostics auxquels on peut aboutir grâce à un haut plateau technique, à une grande disponibilité de la technicité. Et donc notre ressemblance, si je puis dire, entre pharmaciens de première ligne et médecins de première ligne, c'est que nous travaillons constamment dans le doute, en essayant d'exclure les dangers, et donc dans une démarche probabiliste où nous accordons beaucoup d'importance évidemment au contexte, à la prévalence des maladies, à l'incidence des maladies, alors que nos collègues qui s'occupent de soins secondaires et tertiaires, leur job c'est plutôt d'éviter les erreurs que d'éviter les dangers. Pour eux, le doute n'a pas beaucoup de place et leur approche est bien sûr la plupart du temps, enfin même toujours, j'ai envie de dire, une démarche objective. Nous n'avons pas de problème à traiter certaines infections, la plupart des infections sans antibiogramme par exemple, alors que c'est évidemment impensable en milieu hospitalier. Alors si on voit l'intérêt des 750 patients et donc des 500 qui ne sont pas nécessairement orientés directement vers la médecine générale, c'est tout le rôle et la collaboration sans doute essentiels pour le futur, de pouvoir référer ces patients quand c'est nécessaire ou les conduire vers une automédication raisonnée si c'est souhaitable
quand ça ne nécessite pas une consultation médicale. Il faut savoir que effectivement la pharmacie est une des portes d'entrée et la première porte d'entrée dans la chaîne des soins. Chaque jour, il y a 500 000 patients qui poussent les portes des officines et ce qui donne évidemment un haut taux de contact avec le pharmacien. Il y a des études qui démontrent en plus qu'il y a un haut taux de fidélisation aux pharmaciens, parce qu'on voit 86% des gens sont fidèles à leur pharmacien, ce qui fait que le pharmacien non seulement a beaucoup de contacts avec ses patients, mais en plus, en général, les connaît très bien. Et c'est, je crois, une des particularités sur lesquelles on peut baser un développement professionnel. Et de plus, 82,5% des patients choisissent la pharmacie la plus proche. Et donc l'intérêt d'avoir justement cette proximité du réseau officinal avec la population est évidemment aujourd'hui quelque chose de capital. Et vous voyez aussi que les patients attendent de nous un rôle plutôt de conseiller que de vendeur. Et essayer de couper la chaîne que Koen Boussery montait tout à l'heure au bout du pied du pharmacien. Et 73% des patients vont évidemment consulter le pharmacien pour des troubles qu'ils estiment mineurs. Alors tout le rôle du pharmacien est évidemment de déterminer si la perception du patient par rapport à sa plainte est une perception qui est mineure ou qui doit être référée vers le médecin. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus. On sait aujourd'hui qu'il y a un nombre d'officines assez important en Belgique et qu'il y a une volonté politique de diminuer le nombre de pharmaciens en Belgique. Je crois qu'il va falloir dans les années futures trouver un équilibre juste entre une taille suffisante d'officines pour pouvoir prester des services dont je vais vous parler maintenant et garder cette proximité essentielle avec la population puisqu'on va de plus en plus favoriser les soins à domicile. Et ce qui est important, c'est que les pharmaciens agissent non seulement en aval du projet thérapeutique instauré par le médecin, puisqu'il peut référer un patient vers le médecin. Je crois que c'est quelque chose qui participe à l'orientation des patients, et évidemment en aval et en amont. En amont, c'est évidemment avant, et en aval, c'est lorsque le traitement est instauré, avoir un suivi de ce traitement dans le cadre du suivi des soins pharmaceutiques. Alors c'est vrai que les pharmaciens aujourd'hui ont toujours le monopole de dispensation des médicaments. Alors ce monopole leur donne des obligations, l'obligation d'analyser toute dispensation de médicaments et l'obligation de prendre une responsabilité dans ce jeu et d'activer à la décision. Alors il y a des éléments aujourd'hui techniques qui permettent aux pharmaciens d'avoir une vue exhaustive sur l'ensemble des médicaments pris par le patient. Et notamment la mise en place du dossier pharmaceutique partagé est un outil majeur pour permettre, lorsque un pharmacien a un contact avec le patient, de pouvoir inscrire dans un schéma de médication l'ensemble des médicaments utilisés par le patient, qu'ils viennent de plusieurs prescripteurs, mais également d'y inscrire toute l'automédication que les patients utilisent en chronique. Et donc, si on veut parler des enjeux et des projets pour le futur, je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui est en discussion depuis plus d'1 an avec le cabinet de la ministre de Blok. On est en train de discuter d'un cadre pluriannuel pour le patient avec les pharmaciens d'officine. Quel est l'objet de ce cadre? L'objet de ce cadre, c'est de repositionner le pharmacien comme un acteur de santé à part entière, dans un contexte évidemment de qualité et de respect du budget. Aujourd'hui, tout ce qui est discuté prône des réaffectations budgétaires pour valoriser de nouvelles fonctions au sein de la pharmacie d'officine. Alors c'est un cadre pluriannuel, ce qui veut dire qu'il doit être mis en œuvre sur plusieurs années. Et je voudrais vraiment dire qu'aujourd'hui, les associations professionnelles et l'ensemble des partenaires, universités, agences, mutuelles, ont participé, suivant les thématiques, à la rédaction et en tout cas à l'implémentation de ce cadre dans l'état actuel qui doit encore être approuvé par le gouvernement. Mais c'est un réel engagement professionnel fort qui soutient une action et le fait que le pharmacien devienne à l'avenir un acteur de santé à part entière dans le cadre du suivi, mais aussi de l'orientation des patients et de la prévention. Alors il faudra veiller évidemment lorsque ce cadre pluriannuel qui définit les grandes lignes d'action, lorsqu'on implémentera, que ça surfe sur la réelle valeur ajoutée du pharmacien dans le cadre des soins pharmaceutiques.
Alors la profession se développe sur 3 axes. Le premier, c'est évidemment la prévention. Le haut contact avec la population, et on l'a dit tout à l'heure, permet aux pharmaciens de jouer un rôle à ce niveau. L'orientation des patients, on l'a vu, il y a beaucoup de patients qui viennent exposer des plaintes de santé au niveau de l'officine, et le rôle du pharmacien est évidemment d'orienter au mieux les patients et de prendre en charge ces plaintes. Et un autre cadre, c'est la détection précoce ou l'aide à la détection précoce des maladies chroniques. Et l'avenir aussi sera un axe beaucoup plus important sur le suivi du traitement et des soins pharmaceutiques. Alors, je vais reprendre l'ensemble des éléments. Si on parle de prévention, il est clair que l'intérêt, c'est que, vu le haut taux de connaissance du patient, le pharmacien peut participer aux campagnes de prévention parce qu'il peut cibler ses messages vers des patients qu'il connaît et donc délivrer les bons messages aux bons patients. Si je prends l'exemple de la BPCE dont on a évoqué tout à l'heure, on sait que cette maladie est traitée, mais qu'elle doit surtout être prévenue, puisque le traitement ne fait que de diminuer les exacerbations, et que l'agent le plus important, c'est d'arrêter de fumer. Et donc, le pharmacien peut intervenir à ce niveau, et on sait aussi que les bonnes habitudes alimentaires et d'hygiène de vie réduisent l'incidence de la BPCO, même chez les fumeurs, et donc le pharmacien peut aussi participer à cette action en termes de prévention. Vas-y. Alors, s'il y a bien un point dont on a discuté, Alain et moi, pas mal de fois déjà, même avant de préparer cette présentation, c'est en matière de prévention comme en matière de suivi thérapeutique, évidemment, mais particulièrement en matière de prévention, la répétition des messages d'un soignant par rapport à l'autre, pardon. D'accord, oui, ça va. On va aller vite. La répétition des messages nous semble extrêmement importante, et surtout la concordance des messages, messages qui doivent être bien sûr adaptés à la situation du patient. On ne dit pas la même chose à un patient qui ne s'est jamais posé la question de savoir s'il a l'air arrêté de fumer qu'un patient qui est en train de se dire « Écoutez, moi maintenant c'est insupportable, tout le monde autour de moi me dit que je dois arrêter de fumer, chaque fois que je plonge ma main dans la poche de mon veston, j'ai plein de tabac entre les ongles. » Donc c'est pas du tout le même discours évidemment, et ça nécessite des formations tant des médecins de famille que des pharmaciens d'officine, de manière à donner un message cohérent à tout le monde. Alors, en ce qui concerne l'orientation et sur la gestion des plaintes de santé, si on prend l'exemple de la BPCO, on sait que la toux et les expectorations arrivent bien avant le problème de dyspnée, et donc cette toux et ces expectorations ne conduisent pas régulièrement le patient à consulter son médecin, et donc c'est un rôle de détection des signaux d'alarme pour référer un patient vers son médecin le plus tôt possible. Il y a des méthodologies de questionnement qui sont implémentées au niveau des officines, comme la méthodologie KIDAM, WAM en néerlandais. Bon, ceci j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est surtout une dia qui visait à dire que bon, les compétences sont extrêmement importantes et que la formation continue et la formation de base mérite certainement d'être faite dorénavant de plus en plus entre collègues pharmaciens et médecins. Ce qui est important dans le questionnement, c'est évidemment pour les pharmaciens d'identifier les groupes à risque et de les référer. Je prends l'exemple d'une infection urinaire, si c'est une femme enceinte qui vient l'exprimer, elle doit être référée vers le médecin et d'être attentif, bien évidemment, aux signaux d'alarme qui nécessitent une consultation médicale. Alors, en ce qui concerne l'aide à la détection précoce des maladies chroniques, on est conscients tous que beaucoup de patients chroniques se promènent dans la nature et ne sont pas nécessairement diagnostiqués, n'ont pas nécessairement un suivi médical rapproché, et pour certains n'ont même pas de médecin généraliste. Et donc, on peut travailler ensemble à une aide à détecter plus rapidement ces patients, puisque plus ces patients sont détectés plus tôt, plus le coût en traitement est important et diminue, et plus la qualité de vie du patient augmente. Alors, je ne sais pas si on doit aborder ceci. C'est un sujet qui provoque énormément de polémiques. C'est l'arrivée des autotests en pharmacie. Et je peux comprendre certaines réticences. Est-ce que ces autotests ont leur place en pharmacie? On peut dire oui et non. Oui, si,
les pharmaciens vont évidemment cibler les patients qui nécessitent et chez qui le taux de prévalence peut rendre ce test tout à fait efficient. On a organisé dans toute la Belgique des formations pour justement aider les pharmaciens à identifier les publics cibles, à bien expliquer le mode d'emploi aux patients et surtout à bien informer le patient sur quelle attitude doit-il avoir lorsque, en fonction du résultat. Et bien informer aussi sur le fait que ces autotests ne donnent qu'un signal, mais jamais un diagnostic. Et donc, c'est l'exemple même d'éléments qui arrivent dans les thérapies, dans les soins, et sur lesquels on doit avoir une bonne collaboration, une bonne concertation entre les médecins et les pharmaciens, sans doute en aval et certainement en amont avant que ces produits n'arrivent sur le marché. C'est simplement un petit commentaire par rapport à ces DIA, qu'on est un peu pris par le temps. Je pense que le commentaire principal que je ferai par rapport à ces DIA, c'est que assez souvent, les patients reviennent dans nos cabinets de pratique de médecine générale en disant « Voilà, je voulais parler de ceci ou de cela au pharmacien, j'ai eu un peu du mal. » Donc, je pense qu'il est important dans les officines de veiller à avoir cet espace de confidentialité de mieux en mieux développé, surtout avec les arrivées des autotests. Je pense qu'il est important que le pharmacien puisse faire une anamnèse de départ pour cibler la patientèle. C'est pas facile à faire, c'est déjà pas facile pour nous, donc je pense que ce sera pas facile pour le pharmacien non plus. Donc de nouveau, compétences à acquérir, et j'insiste sur les espaces de confidentialité. Alors si on veut rapidement regarder le suivi des soins pharmaceutiques, il y a des éléments sur lesquels les pharmaciens peuvent évidemment agir en collaboration avec les médecins. C'est l'adhésion thérapeutique. On sait notamment que dans la moitié des gens qui ne sont pas observants à leur traitement, il y en a un tiers qui n'initie pas la thérapie. C'est un élément important parce que ça veut dire qu'entre l'intention thérapeutique du médecin et la réalité de la délivrance, il peut y avoir un delta qui peut être mentionné. Là, il y a un tiers des gens qui n'implémentent pas, c'est-à-dire des gens qui ne prennent pas régulièrement les doses prescrites par le médecin, et il y a un tiers des gens qui ne continuent pas le traitement au bout d'un temps. Alors, évidemment, enfin voilà, je ne veux pas passer là-dessus, mais le déficit d'adhésion thérapeutique génère évidemment des coûts qui pourraient être évitables s'il y a une bonne collaboration entre les deux groupes professionnels, certainement. Alors, quel est le rôle du pharmacien là-dedans? Évidemment, grâce au dossier pharmaceutique partagé notamment et au taux de fidélisation, il a une bonne vision sur l'ensemble des médicaments que le patient vient chercher à la pharmacie et peut détecter relativement rapidement un déficit d'adhésion thérapeutique. Et donc, comme c'est un acteur qui a une bonne relation de confiance, il peut évidemment aussi avoir un entretien avec le patient pour essayer d'explorer les raisons du déficit d'adhésion thérapeutique. Alors, cet entretien peut conduire à une revue de l'utilisation des médicaments, à donner des outils de support pour aider le patient à bien prendre ses médicaments, à informer le patient sur le pourquoi de son traitement et quel est l'impact sur la pathologie et l'intérêt d'être adhérent, et évidemment d'informer le médecin, si le patient est d'accord, sur quelques rectifications en ce qui concerne le traitement qui pourraient l'aider à être adhérent. Donc vous voyez qu'avec ce cadre de plus en plus, qui se referme de plus en plus au niveau du patient, si on prend un peu le contre-pied, on peut quand même se demander si le patient a encore le droit de ne plus prendre ses médicaments. Hein. Et ça, je pense que c'est un vrai problème éthique. Pas plus tard que hier soir, j'avais dans mon cabinet un patient que je voyais pour la première fois, qui avait été stenté dans un hôpital universitaire. Il avait eu un pontage quelques années auparavant, il avait stenté ses ponts veineux. Et dans le rapport d'hospitalisation, il était indiqué, malgré la prise d'atorvastatine, le cholestérol total et le LDL sont encore fort hauts. Envisager une augmentation des doses. Et le patient me dit, mais vous savez, mon Totalib, je ne le prends pas. J'ai vu une émission à la télévision qui parlait de ça et ça fait des années que je ne prends pas mon Totalib, donc ce n'est pas une augmentation des doses qu'il fallait envisager de faire, c'est vraiment une rééducation du patient à ce sujet, ce qui m'a pris pas mal de temps. Et donc j'expliquais aux patients que peut-être que dans l'avenir, avec la manière dont la e-santé se met en route et avec ce genre de cadre tout à fait justifié, que je ne veux pas critiquer, mais qu'Alain vient de vous
raconté là, on peut quand même se demander si le patient qui ne prend pas son atorvastatine, on lui remboursera encore son stent. Hein. Ça, je pense, c'est une vraie question éthique sur laquelle nous devons également nous pencher. Alors, sur les problèmes liés aux médicaments... Oui. Est-ce qu'on peut passer à la discussion Oui, d'accord. Alors, je vais juste terminer sur les conclusions, si vous voulez. Donc, en ce qui concerne donc l'organisation future, on sait que si dans les plans de soins proposés, l'idée c'est de mettre en place le rôle du pharmacien de référence dans l'année 2017. Le pharmacien de référence sera un pharmacien qui a choisi par le patient chronique avec lequel il établit une relation de confiance pour le suivi de son schéma de médication. C'est un élément important, je vous ai dit, comme ça permet évidemment aux pharmaciens de générer un schéma de médication complet et exhaustif pour l'ensemble des prestataires de soins qui ont un lien thérapeutique avec lui. Et tout ça doit être discuté dans le futur, et notamment la relation avec le médecin prescripteur. Il y a 3 groupes de patients cibles: les patients qui sont polymédiqués, les patients qui sont atteints de nouvelles maladies chroniques dans le cadre de la littératie en santé, et les patients qu'on peut aider pour l'adhésion thérapeutique. Alors, je vais passer tout ça. Et on arrive aux conclusions. Alors, oui, alors les conclusions, c'est important évidemment pour l'avenir de se dire que tout ce rôle du pharmacien doit être sous-tendu et qu'on doit atteindre certains objectifs pour permettre d'arriver aux 2 professions, en tout cas, à mieux collaborer. Le premier, c'est certainement dans les formations de base universitaires qui évoluent énormément, de continuer à enseigner sur les politiques de prévention, d'aider les pharmaciens à jouer leur rôle dans l'orientation des patients et le suivi des soins pharmaceutiques. Vas-y. Il est aussi important, on en a discuté avec Guy, que dès l'université, les médecins et les pharmaciens étudiants continuent à travailler ensemble pour déjà appréhender la manière d'exercer leur profession dans la pratique. Au niveau post-universitaire, il est important de se centrer sur la formation continue qui doit être réellement de qualité et centrée sur les soins pharmaceutiques, et aussi d'obtenir et d'acquérir des compétences dans le cadre de la pratique professionnelle. Il est de plus en plus évident que les pharmaciens et les médecins vont collaborer, mais que les pharmaciens vont rencontrer les médecins ou les patients au travers d'entretiens, et donc que les techniques de communication doivent être implémentées, et donc c'est quelque chose d'essentiel d'acquérir ces compétences dans le cadre de la pratique professionnelle, et on doit réfléchir avec l'université sur la reconnaissance éventuelle d'un titre de pharmacien d'officine. Voilà, je crois. Bon, on va conclure simplement, Janine. On a aussi pris un petit dessin de prescrit, nous autres, mais il est quand même un tout petit peu plus optimiste que notre collègue précédent. Et donc, vous voyez que ça, c'est le patient, et grâce à la collaboration entre pharmaciens, infirmières, médecins et autres kinésistes, hein, bien sûr, et autres soignants de première ligne, le patient va pouvoir, à mon avis, bénéficier d'une optimalisation de sa santé. Merci.